Bon, est-ce qu'on fait une introduction en mode troll? On va faire une introduction en mode troll. Les amis, moment historique pour le monde du football. En direct live, le Paris Saint-Germain qui a joué son premier match de la saison a été tenu en échec par Sturm Graz, club autrichien. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est la fin du club de la capitale? Le PSG est-il mort sans Mbappé? Est-ce que le PSG va perdre la Ligue 1 à 100% alors qu'elle n'arrive même pas à battre un club autrichien? Comment peut-elle gagner la Ligue 1? Le PSG va-t-il être dissous? Bon, reprenons depuis le début. J'espère que vous allez bien, en tout cas les amis. Je préfère faire cette introduction en mode très très troll parce que, vous savez, on me dit de temps en temps, Koro, pourquoi tu n'es pas plus actif et tout sur Twitter et tout? Alors en vrai, j'aime beaucoup le concept de Twitter, X, hein, ça s'appelle aujourd'hui X, mais honnêtement, et pour ma santé mentale, je préfère ne pas y être parce que, comment vous dire, il y a trop de négativisme, trop de négatifs sur Twitter. Et surtout, trop de... Concernant le monde du football, on va pas s'élargir, hein. Concernant le monde du foot, étant donné que tout le monde peut parler librement, bah aujourd'hui, il y a des gens, et vraiment, je ne suis pas là pour juger ces gens-là, je suis pas là pour les insulter ou quoi, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je veux me préserver. Il y a des gens qui voient aujourd'hui ce match-là contre Sturm Graz, respect à eux d'ailleurs, hein, 2-2, là, il y a vraiment des personnes qui concluent des choses, qui sont en mode, mais oui, voilà, comme je vous l'ai dit, le PSG est finito, ça sert à rien d'attendre quelque chose cette saison, ça va être une catastrophe et tout. Je suis d'accord pour dire que quand on voit ce genre de match, ben, c'est intéressant de voir bah, parfois des petits jeunes, même souvent des petits jeunes, voilà, qui sont lancés, voir un petit peu ben, les premiers matchs, le tout premier début de joueurs comme Neves, voilà, qui a fait ses débuts, comme Moscardo. C'est intéressant de voir ça, c'est intéressant de regarder même bah, quelle est l'idée du coach, mais c'est tout. C'est tout, il n'y a pas de conclusion à en tirer. Il n'y a pas d'enseignement. Les petits enseignements qu'on peut en tirer, c'est des trucs minimes, parce que c'est juste des idées, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement. Demain, je vais mettre un quintuplet en entraînement. Ça va pas faire de moi Erling Haaland, tout simplement. Donc aujourd'hui, le PSG a fait un match nul contre Sturm Graz. Mais ce match, c'est comme s'il n'avait pas existé. Il ne sert à rien. Et réellement, il ne sert à rien. Mais bref, en tout cas, vraiment, j'espère que vous allez bien. On va quand même parler, pas du match en tant que tel, mais de quelques petites choses que j'ai pu remarquer, que j'ai envie de dire vis-à-vis de ça. Mais voilà, je tenais à faire cette intro pour dire tranquille, tranquillo, comme disait Florentino Pérez. On va quand même parler d'Mbappé parce que je sais même pas comment j'ai titré cette vidéo, mais sans Mbappé, alors ça c'est au-delà du match, hein, je peux comprendre les supporters parisiens qui ont ce discours suivant. Koro, sans Mbappé, j'ai un peu peur. Là, on peut le comprendre vis-à-vis des stats et tout, même si je l'évoquais dans pas mal de mes vidéos. Pour moi, les stats de Mbappé, même si tu les remplaces pas purement et simplement, c'est pas la mort et je vais un peu le développer dans cette vidéo. Bon, en tout cas, chose intéressante, déjà, bon, il y a eu souvent quelques jeunes hein, qui ont été lancés. Mbaye, hein, que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. 16 ans, peut-être un truc à jouer cette saison, je sais pas. Quand même très 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 jeune. Il y avait Zagué, qu'on a déjà vu, donc peut-être un peu léger en doublure, mais peut faire le taf, notamment offensivement. On avait El Anache, je suis désolé si je prononce mal le nom, qui me semble être quand même très léger. Voilà, on a eu quelques petits lancements. Safonov, hein, le gardien, a été enfin mis en scène, on va dire. Et Moscardo et Neves jouaient également leur tout premier match au Paris Saint-Germain. Bon, encore une fois, il n'y a pas d'enseignement particulier à en tirer. Mais oui, j'avais envie quand même de parler légèrement tactique. J'ai trouvé le Paris Saint-Germain intéressant dans son approche tactique. On sait que bah, Luis Enrique, de base, vous le savez bien, c'est un coach qui utilise énormément le schéma 4-3-3. En phase de possession, bah, c'est un peu les deux centraux bah, qui sont dans l'axe tout simplement, et les latéraux qui sont un peu plus hauts. Voilà, un 4-3-3 très très classique comme on connaît. Là, ce qui est intéressant, et je ne sais pas si il envisage complètement de le lancer cette saison, mais on avait un sort de, même 3-5-2, hein, voilà, un sort de 3-2-5 même, avec bah, voilà, les trois centraux sur cette première période notamment, c'était, laissez-moi revoir, Skriniar, Beraldo et El Anache, je crois que ouais, c'était totalement ça. Et il me semble du coup, en sorte de piston, on avait quand même Zagué qui était très très haut et Mbaye, du coup ça faisait un truc voilà vraiment comme ça. Et le double pivot, il me semble que c'était, parce que je regardais ça sur un stream un peu flou malheureusement, mais je crois que c'était Kang Lee et Carlos Soler, ou peut-être Asensio. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment très très intéressant avec la tactique, c'est que le dispositif papier, certes, voilà, il vaut ce qu'il vaut. Genre là, vous voyez sur Google, vous voyez le 4-4-2 comme ça, mais la vérité, sur le terrain, c'était plutôt un sorte de 3-2-5, c'est un sorte de système hybride
qui permet également au piston de redescendre, voilà, parfois même en sorte de 3-4-3, pardon, et même voilà, en phase défensive, ça redescend, ça coulisse complètement avec voilà, le bloc qui repart, et c'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors en plus, il faut savoir que c'est vraiment un truc qui se fait de plus en plus, hein. Il y a de plus en plus d'équipes qui jouent comme ça. Je pense que un des meilleurs exemples dans le football de club aujourd'hui, c'est quand même l'Inter Milan, qui est excellent, excellent avec un système à 3 centraux, hein, en sorte de 3-5-2, comme vous l'avez compris, 3-2-5, quand il y a les pistons qui peuvent monter très, 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 très haut. Et je pense qu'on a même vu ça un petit peu avec la sélection espagnole, entre autres, même avec l'Allemagne. En vrai, on peut le voir beaucoup chez les équipes qui veulent jouer offensivement en parlant vraiment fort. Et on peut imaginer ça avec le PSG. Je vous invite un petit peu à avoir cette réflexion avec moi. Voilà, c'est pas un débrief du match, hein, c'est un match amical, les gars. C'est plutôt une réflexion. Bon, j'ai mis en attaque Barcola, Dembélé, Ramos, qui semblerait-il sont à peu près les joueurs actuellement. Il n'y a pas eu d'arrivée, hein, vous le savez, à ces postes-là. Donc ça devrait être les joueurs offensivement parlant titulaires. Ok, il y a quand même, bon, par rapport, pardon, au côté au piston, Nuno Mendes, Hakimi, bon, il n'y a pas le moindre doute, je crois. Après, faut espérer que niveau santé, ça passe, hein. On sait que c'est la santé qui peut être un peu compliquée, notamment pour Nuno, on va espérer. Donc voilà, on peut imaginer ça, mais après, ce qui est quand même compliqué, c'est que dans ce système-là, on a ce qu'on appelle un double pivot. Bon, un double pivot, ça demande aussi deux milieux de terrain qui peuvent énormément se compenser, qui peuvent énormément fournir d'efforts. Et pour l'instant, les milieux qu'il y a dans ce Paris Saint-Germain-là, il y a Vitinha, il y a Fabian Ruiz, il y a Neves. Là, sur le papier, je ne l'ai pas montré, mais il y a évidemment Warren Zaïre-Emery, Moscardo est arrivé. Donc, il y a pas mal de milieux de terrain. Il y a une densité au milieu qui est importante. Mais tu mets qui, en vérité, sur double pivot? Parce que voilà, là, vous voyez, j'ai un système vraiment en 4-3-3, un truc très très classique, on peut voir avec une pointe basse et tout. Maintenant, bon, là, dans l'animation, ça risque d'être vraiment un système à 3 centraux. Bon, alors, on va imaginer que c'est un 3-2-5, comme on a vu tout à l'heure, avec Hakimi, voilà, très haut sur le terrain, comme Nuno Mendes, en phase offensive, avec Dembélé et Barcola qui sont un peu plus intérieurs. On sait que les deux aiment beaucoup jouer intérieur, c'est normal, hein, c'est des ailiers assez polyvalents sur ce registre-là. Et du coup, ben, qui va accompagner Marquinhos et Lucas Hernandez? Là, j'ai mis ces deux choix, mais ça peut être Pacho, hein, également, qui va arriver, qui pourrait partir titulaire avec l'absence de Lucas pour le moment. Ça va être qui dans le troisième central? Parce que on peut imaginer Neves, mais Neves n'est pas du tout un central. Donc, ça peut être un peu déjà abrupt, hein, de faire ça comme ça. Après, voilà, le double pivot, Vitinha, Fabian Ruiz, pour moi, il est très qualitatif. Ça peut se compenser totalement. On a bien vu Fabian Ruiz qui formait un double pivot, notamment avec Rodri à l'Euro, a été formidable. Après, Rodri est forcément très fort. Il y avait Pedri, mais qui pouvait être plus haut, un peu dans un système comme ça, qui pouvait ressembler à ça. Même si voilà, c'est pas le meilleur exemple, j'en conviens parfaitement. Donc ouais, c'est la question. Est-ce que tu te dis, allez Fabian, tu serais peut-être plus sur le banc? De toute façon, ça va être des tests, hein. Il n'y a pas vraiment de titulaire avec l'équipe de Luis Enrique, on le sait. Et on teste un Vitinha Neves qui me semblerait est très complémentaire. On l'a vu plusieurs fois sur cette chaîne, mais les deux ont des qualités très bonnes. Neves a un penchant quand même un peu plus défensif. Vitinha a un penchant un peu plus offensif comme ça. Mais il faut savoir surtout que les deux sont très bons à la construction, très bons à la participation du jeu et tout. Donc voilà, et du coup, tu mettrais avec Lucas et Marquinhos un troisième central. Voilà, je sais pas, type Pacho, hein, tranquillement, on peut le mettre. Et déjà, comme ça, l'équipe, elle a beaucoup de sens, hein. Vraiment, l'équipe, je la trouve sur le papier très bonne. Mais n'oublions pas quelque chose d'extrêmement important. Pour que ce genre de dispositif fonctionne, pour que ce genre d'animation fonctionne, ça demande vraiment une maîtrise extrême du double pivot. Enfin, une maîtrise extrême, ce que je veux dire par là, un double pivot fort. Parce que si c'est pas fort, ça peut vite dégénérer. Vous comprenez que c'est une compo, voilà, où ça demande également des replis des pistons énormes, hein. Bon, Nuno et Hakimi peuvent totalement faire ça. On sait que Barcola est un des ailiers pouvant défendre le mieux, le plus, hein, même Dembélé qui sait faire ses retours. Gonzalo, c'est quand même un des avant-centres qui peut apporter le plus d'énergie au retour. Donc, je n'ai pas trop de doute quant à ça. Mais il faut que l'entrejeu soit bon. Et pour que l'entrejeu soit bon, il faut un milieu très bon. Et voilà, c'est le gros questionnement de cette animation. Bon, les amis, c'est une vidéo rapide, mais avant de terminer, je voulais quand même parler du fameux Mbappé n'est plus là. Comment on va faire? C'est pas possible. Les stats. J'aimerais vous montrer quelque chose. Et j'en parlerai vraiment dans une autre vidéo plus approfondie, parce que là, cette vidéo, pas beaucoup de gens vont la voir, vu que c'est un vieux débrief, hein, d'un match pas forcément intéressant. Saison 2021-2022, Manchester City. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que City, ces 10 dernières années, mais encore plus ces 5 dernières années, c'est un tout petit peu fort au football. C'est un exemple de réussite. Bon,
On est à peu près d'accord sur ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que City, cette saison-là, avait remporté la Première Ligue avec 91 points à 1 point de Liverpool, je crois, ou d'Arsenal, bah, je sais même plus. Mais voilà, ça avait remporté la PL avec un 93 points, ce qui est légèrement un petit peu beaucoup. Ça avait fait en Ligue des Champions, demi-finale, rappelez-vous, contre le Real Madrid, où il y avait une sorte de remontada. Enfin, c'était l'année où le Real était remonté contre le PSG, contre tout le monde et tout. Mais ça s'est joué à absolument, absolument rien. Je pense qu'on était pas mal d'accord pour dire que sur l'ensemble des deux matchs, évidemment que le Real méritait, mais City était très fort et aurait totalement mérité de passer sans aucun problème. Et pourquoi pas aller chercher la LDC, hein, vraiment sans aucun problème. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'à cette époque, il n'avait pas Haaland. Qu'est-ce que vous voyez là à droite? Meilleur buteur en championnat, Kevin De Bruyne avec 15 buts. Le meilleur buteur, toute compétition confondue, c'était Riyad Mahrez avec 24 buts. On peut voir ça un petit peu plus en détail en bas, je crois. Alors là, on va descendre, voilà. Bon, voilà, genre, je vais essayer de zoomer très rapidement, les gars. Ok, voilà, on a ça comme ça. Ok, bah regardez un petit peu, voilà le classement des buteurs à Manchester City sur cette saison. Les 3 meilleurs buteurs, TTC, c'était Mahrez, De Bruyne et Sterling. Ok, vous aviez en PL De Bruyne, le meilleur buteur, avec 15 buts. Sterling avec 13 et Riyad avec 11. Alors, on va me dire, oui, mais Koro, là, tu compares la PL, la Ligue 1 et tout. Attendez mon développement complet et après, on en parle sans aucun problème. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit les stats purs et durs papier, bon, ok, De Bruyne, voilà, 15 buts, et si tu prends même les passes D, même si j'aime pas vraiment cette stat, 8 passes D en PL, bah, c'est très très bon, hein, voilà, je suis totalement d'accord. Mais 24 buts TTC, bon, est-ce qu'on est en mode, bah, je sais pas, Mahrez, 24 buts TTC, c'est un truc absolument choquant, personne ne pourra jamais réussir ça. Voilà, on est très très loin des 50, même si tu veux 60 buts, contributions, tout ce que tu veux que Kylian par saison. Et pourtant, City était une équipe quasiment invincible, et elle est depuis pas mal d'années. En Ligue des Champions, ben ok, Mahrez il a quand même mis 7 buts, c'est bien, mais il y en a aussi pas mal en poule. Ce que je veux vous dire par là, c'est que jamais dans le monde, c'est les stats qui vont te faire gagner une Ligue des Champions. Haaland, la saison d'après, il met 50 buts ou je sais pas quoi TTC. Ok, mais je pense qu'on est à peu près d'accord pour dire que Manchester City a gagné la Ligue des Champions. Oui, Haaland, il a peut-être pesé, bien sûr, en poule contre Leipzig, et même quand il marque pas en demi en finale. Mais c'est le collectif qui te fait gagner une compétition. C'est ça le football. Et il me semble quand même la vérité première du football, avant même les stats. Je comprends qu'on est dans une génération où les stats ont un peu chamboulé le monde. Mais il y a un autre exemple qui me semble être quand même pertinent. Manchester City, saison 2020-2021. Une saison qui était compliquée, qui a été reprise après l'empare par Thomas Tuchel, où ils ont remporté la Ligue des Champions. Mes chers amis, le meilleur buteur en championnat, c'était Jorginho. 7 buts. Il a mis 7 buts. Mais comment ils ont gagné la Ligue des Champions, Chelsea? Mais c'est pas parce qu'ils ont des stats. Le meilleur buteur TTC, c'était qui? C'était Tammy Abraham et Timo Werner avec 12 buts TTC. Chelsea a remporté la compétition parce qu'ils avaient un entrejeu, Jorginho Kanté notamment, qui était absolument fabuleux. Ils avaient une assise défensive, notamment avec un gardien Mendy qui était à un prime assez exceptionnel. Vous aviez Thiago Silva, Rudiger et j'ai oublié le dernier, qui formait un trio de défenseurs absolument, absolument merveilleux. Un collectif extrêmement intense. À un moment, les gars, le football, c'est ça. Vous prenez le parcours de Chelsea en Ligue des Champions en huitième de finale, aller et retour, de clean sheet. Contre l'Atlético, ils gagnent 1-0 et au match retour, ils gagnent 2-0. En quart de finale contre Porto, ils perdent 1-0 le match retour, ils le gagnent match aller 2-0. Encore une fois, clean sheet. En demi-finale, aller et retour, ils affrontent le Real Madrid. Je crois quand même que même si c'était en reconstruction, c'est une grande équipe. Bah, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Ils arrivent à remporter la double confrontation. Ils font en plus un clean sheet 2-0 au match retour. Et la finale, bah, Kai Havertz, si on regarde Kai Havertz dans toute sa vie, voilà, il a mis 14 buts avec Arsenal, il a mis 32 buts avec Chelsea. C'est pas des stats qui te font lever sur le mur. Et pourtant, il marque en finale. Donc, voilà, je ne suis pas en train de, voilà, par prétention aucune, vous dire, voilà, c'est ça le football ou quoi. Mais j'essaie simplement d'indiquer aux gens qui peuvent être inquiets, et leur inquiétude est légitime. Bien sûr que ça peut faire stresser de se dire que bah, Kylian part, et voilà, d'un coup, t'as plus ces buts-là. Ok, on peut comprendre. Mais dire sans Kylian, le PSG est finito, il faut absolument trouver un mec qui marque 50 buts pour gagner et tout. Non. Factuellement, non. Tu as besoin de Kylian Mbappé pour gagner la Ligue 1. Si tu me dis oui, tu as besoin de Kylian, je comprends plus le foot alors.
Tu n'as même pas besoin d'un mec qui met 40-50 buts pour gagner la Ligue 1. Tu peux gagner la Ligue 1 avec ton meilleur buteur qui fait 10 buts ou 15 buts. Tu peux gagner la Ligue 1. Tu peux gagner la Coupe de France en Kylian Mbappé? Je crois que oui. La Ligue des Champions, c'est OK l'objectif du PSG et tout, d'accord. Bon, à un moment, tu veux être performant en Ligue des Champions, occupe-toi d'avoir un collectif extrêmement solide et qui sera clutch dans les moments où il faut être clutch. Chelsea, extrêmement solide, clutch où il fallait l'être. Werner, Mount, bah, je crois que Werner et Mount, ils sont pas réputés pour être les mecs voilà, décisifs, extrêmes, je sais pas quoi, les meilleurs buteurs de tous les temps. Ils ont marqué en demi contre le Real Madrid. Pulisic, il a marqué contre le Real. Havertz, il a marqué contre City en finale. Voilà, donc on verra bien ce qui va se passer à la fin du mercato et tout. Je suis d'accord pour dire qu'il faut de la recrue offensive, il faudrait un mec qui plante, ça peut être Ramos, mais il faut s'occuper d'avoir un gros collectif. C'est tout ce que je dis. Allez les amis, c'est la fin de cette débrief, réaction, machin, de ce match-là, même si voilà, on a plus parlé de l'ensemble du PSG. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça aide beaucoup l'algorithme, ça me fait grandement plaisir. Merci infiniment pour tous vos messages, mes chers amis. Et voilà, je suis partisan de la patience, de voir un petit peu ce qui va se passer tranquillement. On peut comprendre le stress de voilà, le PSG sans Mbappé et tout. Mais voilà, le collectif, ça restera la chose numéro 1. Là, Kylian Mbappé allait au Real Madrid, un collectif extrêmement fort. Peut-être qu'il va tout gagner avec le Real Madrid. Peut-être que le Real Madrid, à la fin, gagnera un seul trophée. On ne sait pas. C'est le football. Mais la vérité du football, aussi longtemps que ça durera, le collectif. Je veux gagner des compétitions et un collectif abouti, solide et très décisif dans les deux surfaces quand il faut l'être. Les stats, c'est beau, c'est bien, c'est cool, ça fait vibrer. Mais c'est pas ce que ça fait tout. C'est pas ça qui fait tout. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.